Well, good morning, everyone. Thanks. Merci d'être venu. Certains des panélistes vont parler en français et je dirai peut-être quelques mots en français moi-même. Alors, je veux vous remémorer que vous aurez peut-être besoin d'écouteurs. Alors, je m'appelle Gabriel Saint-Hilaire. Je présiderai ce panel, cette tribune. Je suis professeur dans le programme ici à l'Université d'Ottawa. La taxation et les recours en taxation. Et j'enseigne la loi des entreprises. Alors, et c'est dans cette optique que je vais vous adresser la parole. Ce que c'est que l'on enseigne aux étudiants dans la faculté de la loi ou dans la faculté des affaires, dans les classes de sciences sociales. Alors, j'ai pensé que je dirais quelques mots à propos de ce qu'on pourrait penser dans un cours de loi. Certains membres de l'assistance est un avocat ici. Alors, on se demande qu'est-ce qu'une société et pourquoi est-ce qu'on instaure des sociétés? Quelles sont les implications ou les raisons politiques qui permettent d'établir des sociétés et qu'on leur permette de faire ce qu'ils font? Alors, les étudiants me rendent conscient que les sociétés, c'est une personne, apparemment, c'est une fiction, cette notion que c'est une personne morale, qu'elle est intouchable, qu'on ne peut pas voir la société. Et comme le professeur Lier a dit, c'est tellement vague. Alors, je vous demanderai ce que vous avez vu quand on a dessiné la société pour vous. Alors, la société est une personne, peut faire tout ce qu'une personne physique peut établir un contrat, peut faire de l'argent, ça peut engager et congédier des gens, et ça peut tuer, comme on le sait très bien. Et en tant que professeur de journalisme hier a dit, avec impunité. Alors, ayant dit ceci, nous, dans le cours du discours de la loi des sociétés, alors la responsabilité, le tort, comment on peut forcer les sociétés à payer. Est-ce que les sociétés, est-ce qu'ils paient vraiment? Est-ce qu'ils compensent vraiment? Alors, ils transfèrent souvent le coût à leurs employés et à leurs clients et à la communauté et au public en général, à travers sous différentes formes, à travers des salaires plus bas, à des coûts plus élevés pour les clients de leur commerce et pour la communauté sous forme de faillite et ainsi de suite. Alors, éventuellement, nous en venons à la notion de responsabilité criminelle. Et je deviens nerveuse lorsque j'enseigne ça. Qu'est-ce que je vais leur montrer à mes étudiants, ce qu'on fait dans le common law pour la responsabilité des entreprises? Alors, comment est-ce qu'on interprète la doctrine, que je ne suis pas certain que ça fonctionne? Et j'étais plutôt enthousiasmé quand le code criminel, lorsqu'on des nouvelles clauses dans le code de responsabilité des entreprises. Enfin, il y a quelque chose que je peux montrer à mes étudiants comment s'y prendre pour faire face aux crimes des entreprises. Et j'ai entendu, et c'est comme si rien n'était arrivé. Je me suis dit, mais c'est pas vraiment mon domaine de recherche. Je me spécialise dans la taxation. J'ai attendu et rien n'est arrivé. Alors, j'ai commencé à dire à mes étudiants, je pense que les clauses sont comme une déclaration dans le code criminel, quelque chose qui est beau à avoir, qui est beau à regarder, mais qui ne sert aucun but en particulier. Et c'est peut-être ce qui a motivé Corey Willard, qu'on a entendu hier, d'entreprendre la recherche là-dessus, parce que ensemble, on remettait en question
qu'est-ce que pourquoi C-45 n'a-t-il pas eu l'impact qu'on espérait? Pourquoi s'il n'a pas eu de poursuite de condamnation? Alors, on a entendu hier de certains des défis que la poursuite fait face, que la police et d'autres acteurs ont à faire face. Alors, la tâche de cette tribune est d'explorer les défis politiques auxquels font face les protagonistes de la loi et d'avoir les lois adoptées et de se demander quels sont les aspects politiques du fait que les lois adoptées jusqu'à maintenant ont eu si peu d'effets, entre autres la loi C-40, les lois adoptées. Alors, quelle est la volonté politique qu'on a besoin pour aller de l'avant? Et nous espérons entendre la responsabilité criminelle des multinationales également. Alors, je voudrais présenter les membres de notre tribune. Je vais commencer à ma gauche. Penelope Simon, professeure adjointe de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Elle s'est engagée sur la criminalité, sur la responsabilité criminelle depuis 2009 quand elle a participé dans une mission. Elle est allée et les violations des droits humains à Trinidad, de l'industrie pétrolière. Alors, l'implication des droits de la personne et la responsabilité de l'État pour la complicité aux violations des droits humains. Alors, elle amène une perspective internationale à notre discussion d'aujourd'hui. Et à sa gauche, et à ma gauche, on a Duff Conacher, qui est connu internationalement sur la réforme démocratique et la responsabilité de l'État et a déjà collaboré avec Ralph Nader. Il est un des fondateurs de Democracy Watch pour assurer des changements dans les lois, dans les politiques du gouvernement et co-auteur de plus de 40 ouvrages, rapports gouvernementaux sur le sujet. Et il est le directeur de goodorg.ca et de la bonne gouvernance, la responsabilité à ceux à qui ça importe. Et à sa gauche, nous avons Andy King. C'est un étudiant de maîtrise en droit sous la supervision de Mme Lapelle. Et plus récemment, il était conseiller chez les métallos. Il a beaucoup d'amis dans l'audience et il a également pratiqué au privé. Alors, les fatalités dans le milieu du travail, il était dans la campagne, d'amender le code criminel pour faire face à la responsabilité criminelle. Il est familier avec les défis auxquels nous faisons face pour que les projets de loi soient adoptés. C'est une avocate de la Ville de Québec avec une longue expérience qui comprend une année à titre de ministre de la Justice et procureur général du Québec. Tout au long de sa carrière, Maître Bellemare a prononcé des conférences notamment sur la loi sur l'assurance automobile et le droit des victimes de la route. En outre, il a présenté devant le barreau du Québec et l'Association des chefs de police de la région de Québec sur la question de la santé et de la sécurité au travail. En 1984, presque une décennie avant la tragédie West Ray, Maître Bellemare comparaissait devant une commission parlementaire pour commenter un projet de loi portant sur les accidents en milieu de travail et il a comparu depuis devant plusieurs commissions. Dans sa pratique actuelle, il représente des membres, entre autres, des membres de familles d'individus qui ont perdu la vie en milieu de travail. Ce matin, notre tribune va adopter le même format. Je vais vous demander vous allez faire un énoncé de 2 minutes de votre perspective sur la responsabilité, sur la loi, sur la responsabilité et
et ou sur le projet de loi Westray. Alors, Penelope, si on pouvait commencer par vous. Merci beaucoup pour l'invitation d'être ici aujourd'hui. C'est, comme Gabriel l'a dit, je vais parler selon une perspective internationale et je vais en parler de contexte des compagnies qui font de l'extraction. Alors, je voulais juste établir la base des commentaires que je vais faire plus tard. Alors, premièrement, des compagnies d'extraction. On a 75 des plus grandes sociétés qui ont leur siège ici et 70 ont des opérations outre-mer dans des pays en voie de développement. Quand des compagnies d'extraction vont outre-mer, souvent, ils atterrissent dans des zones où la gouvernance est faible, des endroits où il n'y aura pas de réglementation et ils sont complices à des violations de droits qui se traduisent par des crimes internationaux. Ils ont une sécurité privée, ils engagent des... Alors, il y a une association en 2009 des producteurs. C'est un rapport qui est sorti en 2010 parce qu'ils l'ont supprimé en 2009. Ils ont de 171 incidents reliés avec des communautés dans lesquelles ils opèrent et des droits humains dont ils abusent. 34 de ceux-ci ont été par des compagnies canadiennes. Alors, ils étaient impliqués dans 34 de ces infractions et que ces compagnies étaient impliquées beaucoup plus souvent que leurs égaux alors, les violations des droits humains. C'est important dans le sens que ça peut offrir un outil dans un coffre d'outils qui pourrait être dans un contexte, un cadre pour les rendre responsables. Mais ce n'est pas quelque chose qui pourrait faire un effet dissuasif. Et je vais en parler plus longuement tantôt. Duff? Merci. Je me demande combien, si vous êtes un membre du Parlement, d'une législature provinciale ou membre du Parlement. Bon, alors ça, c'est un défi. L'autre est que les sociétés canadiennes dépensent 25 milliards annuellement sur leurs efforts de lobbying et de promotion. Et du côté gouvernemental et du côté des sociétés, nous sommes dans un cadre où tout ceci est discuté comme base du prix de faire affaire et que le gouvernement sont du côté des sociétés. Il y a une pratique sur le risque réputationnel. C'est juste la réputation qui est en jeu. C'est pas la fin. Il ne s'agit pas de ne pas être capable de faire affaire ailleurs dans le monde. Si vous établissez votre société d'une certaine façon qui cause du préjudice. Et aussi longtemps que nous avons ce cadre comme toile de fond à ces questions de responsabilité, des normes et des systèmes que nous avons, et que nous n'avons que quelques outils dans le coffre, pas les outils nécessaires pour avoir des sociétés responsables et éthiques. Mais du côté politique, nous avons des systèmes qui permettent ce genre d'argent qui est dépensé sur le lobbying, qui ne sont pas payés par les sociétés. C'est finalement ventilé dans le prix des produits, comme en Alberta, par exemple, où une personne a donné 430 000 au parti au pouvoir, 35 qu'ils ont récolté durant la dernière campagne électorale. On va avoir des problèmes, des défis socio-économiques, de s'assurer que toutes les sociétés agissent de façon responsable et de façon éthique dans tout ce qu'elles font et qu'ils ne voient pas comme un coût pour faire des affaires et quelque chose qui peut porter atteinte à leur réputation. Merci. Je pense que ce que je vais dire pour commencer, pour débuter, Westray était un échec à plusieurs niveaux. Au cours des derniers jours, c'était un comportement
incroyable et c'est un échec des législatures. La mise en œuvre du projet de loi C-45, mais en suivant le même thème, c'est un échec. À d'autres niveaux, c'était un échec de l'industrie en général. Et je vais vous remémorer que des mois avant ces événements, l'industrie minière leur a donné la plus haute titre honorifique comme étant une des sociétés qui faisait le plus pour la santé et la sécurité au travail. Et l'industrie n'a jamais rejeté. Alors, Clifford Frame a été l'architecte et jusqu'à maintenant, il a été un membre du Panthéon de la renommée et il a gagné des prix comme étant mineur de l'année en 1982. Il y a eu une référence là-dessus hier. C'était un échec de l'industrie. La mine a été inspectée. L'inspecteur n'a rien fait et il a compris que c'était la politique du gouvernement du jour. Et c'était répliqué par et les premiers ont donné écho, le premier ministre a donné écho de cette province-là. Ce problème fondamental de déréglementation, la permission qui a été octroyée à cette compagnie de faire comme bon elle lui semblait, c'était protégé par la loi. L'ironie de ceci est que quand les familles de Westray ont survécu, ont essayé de poursuivre le gouvernement pour échec, pour ne pas avoir légiféré, les inspecteurs étaient des employés et que, en vertu de la CSST, la commission la compagnie était protégée de tout recours possible. Alors, suivant la législation en place. Alors, dans ce contexte, nous devons regarder quelles sont les stratégies pour aller de l'avant et les choses qui se passent dans le moment. Alors, le changement dans la loi sont importants, mais il y a d'autres changements aussi, se débarrasser de l'octroi du Ryan Award. Mais ça, ce que ça me dit, cet événement, si je peux, pour continuer le point de vue de Duff, on n'a peut-être pas de politiciens dans la pièce ici, mais nous avons des gens qui font des choses très importantes. Et s'il y a quelque chose qui peut ressortir de ceci, c'est si les gens qui sont ici font une seule chose pertinente pour aller de l'avant, peu importe où vous êtes, si vous faites une chose importante pour contribuer à ce mouvement en allant de l'avant, ça va accomplir et les choses vont démarrer parce que c'est les actions de gens à divers endroits qui sont engagés dans le mouvement, qui sont engagés vers une amélioration, qui vont se traduire par une amélioration contre des circonstances aussi écrasantes que celles auxquelles nous faisons face. Marc? Féliciter les organisateurs pour avoir eu l'excellente idée de nous permettre de nous pencher sur C-45, 8 ans après. J'ai été à l'époque ministre de la Justice du Québec, à l'époque où C-45 a été déposé par Martin Cauchon, ministre fédéral. Et j'ai été en poste aussi quand la loi a été adoptée en mars 2004. Et à l'époque, il y avait 2 objectifs qui étaient visés et je pense que partout au Canada, les gouvernements étaient contents que C-47 soit adopté. Le premier objectif, c'était de faire en sorte que les dirigeants d'entreprise puissent être criminellement condamnés, personnellement. La crainte d'avoir un dossier criminel associé à un crime industriel. Et le deuxième objectif, c'était de la perspective d'une incarcération, la peur de la prison, qui étaient 2 éléments nouveaux qui, bien sûr, ne relevaient pas des lois provinciales qui, elles, se contentent d'amendes, mais qui risquaient de changer tout le portrait de l'industrie au Canada ou des comportements des employeurs. Alors, évidemment, ça a été un désastre. Et 8 ans plus tard, il faut comprendre que C-45 aura permis aux politiciens de faire des gains en faisant, si vous voulez, planer la perspective de peines criminelles, de dossiers criminels et d'incarcération. Mais dans les faits, ça ne s'est jamais matérialisé. Évidemment, le ministre de la Justice du Canada, il ne peut pas faire plus que de déposer un projet de loi et de le faire adopter. Après ça, c'est la police, c'est la couronne, les juges.
Or, les juges ne se sont jamais véritablement prononcés parce que la couronne n'a jamais déposé l'accusation, parce que la police n'a jamais fait d'enquête. Et au Québec, il y a des explications à ça, c'est qu'on a l'impression que le monde du travail est une espèce de ballpark réservé aux employeurs. C'est un peu comme un match de hockey. Hein? Pourquoi Pacioretty n'a pas eu d'accusation contre le gars qui l'a rentré dans la bande, là? C'est parce que la police n'intervient pas dans les matchs de hockey. Mais on a l'impression que le monde du travail, où surviennent des décès et des blessures, c'est comme si c'était la patinoire des employeurs au Canada. Et la police n'intervient pas dans ces domaines-là. Alors, quand il y a un accident mortel chez Hydro-Québec au Québec, la police appelle les inspecteurs d'Hydro-Québec pour faire enquête. Et quand il y a un accident de travail, la police appelle la CSST qui administre les lois d'inspection, qui, elle, fait enquête. Et très rarement, la police va s'impliquer. La police va s'impliquer quand c'est un accident de travail de type crime régulier. Une caissière qui se fait poignarder dans un dépanneur, la police va intervenir parce que c'est un crime, arme blanche, acte criminel standard, régulier. C'est un accident de travail, mais c'est aussi un crime standard. Mais quand c'est un crime de travail, on a l'impression que ce n'est pas plus important que ça. Il y aura une amende éventuellement, il n'y aura pas d'accusation. Alors, il y a un problème important qui est un problème de société qui ne relève pas uniquement des gouvernements, mais surtout de l'administration de ces lois-là. Et je terminerai ma brève intervention sur le fait aussi que la population en général n'est peut-être pas si sensibilisée que ça au problème des crimes industriels. Moi, je défends des victimes d'accidents de travail, leurs familles, depuis 33 ans maintenant. Et les gens sont toujours surpris de voir que pour les voisins, pour les amis, il est mort dans un accident de travail. C'est un risque qu'il a assumé en travaillant. On a l'impression qu'on banalise ce type de crime-là dans la population en général. On va se scandaliser d'un crime couteau, agression sexuelle, etc., violence conjugale. Mais quand c'est un crime sur le travail, on a l'impression que la population est beaucoup moins sensibilisée. Alors, il y a aussi un problème social fondamental dans la perception populaire de ce type de crime-là. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire. Conclusion. Merci. Merci, Marc. And thank you all for your introductory remarks. Et je veux remercier tout le monde pour ces commentaires d'introduction. Maintenant, une question plus précise. Quels étaient les défis politiques pour ceux qui ont travaillé très fort pour obtenir la promulgation de la loi C-45? On peut peut-être commencer par Andy. Sous plusieurs optiques, les défis politiques importants ont été mentionnés. Et cette idée générale que le décès dans le milieu du travail, c'est normal, c'est acceptable, et que ce n'est pas problématique. Et si on devait résumer toutes les choses différentes que de différentes personnes ont fait à des endroits, il s'agissait de dénormaliser, de dire que ce n'était pas correct. On a exploré les éléments clés. Steve Tomes a parlé de l'importance des organisations des survivants et des êtres et des membres de la famille pour lui donner un visage humain. Et hier soir, on a entendu parler de l'importance de présenter aux législations de ce qui se passe dans ces circonstances. C'est très important aussi. L'autre élément, c'est de faire bouger le Parlement. À ce moment, heureusement, on a trouvé des députés qui étaient prêts à faire face à cette question. D'abord, comme un projet de loi indépendant ça a donné l'occasion aux organisations de nous appuyer, ça nous a donné un genre de tremplin pour aller de l'avant. Il y avait toujours un sous-courant de résistance, mais ce n'était pas toujours très public de la part des entreprises. Les entreprises et leurs représentants ne voulaient pas dire que c'était correct de pouvoir tuer des gens. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas accepter et même
Aujourd'hui, bon, je n'en parlerai pas. Alors, ce n'est pas un argument. Alors, il y avait un genre de peur par rapport à ces gens. On n'aura plus de conseil d'administration parce qu'il ne pourrait pas y avoir une responsabilité criminelle. Et je pensais que c'était le hic de l'affaire, mais il semble que non. Nous avons toujours essayé de nous concentrer sur les personnes, sur les acteurs qui pouvaient changer les choses et dire que les choses n'étaient pas correctes. On voulait en fait décriminaliser. Une des meilleures campagnes était de diaboliser les responsables. Clifford Frame, qui était l'architecte, l'auteur, qui était responsable du point de vue de la mort de 26 mineurs. Il a continué à opérer, essayer d'ouvrir une mine de charbon en Australie, aux États-Unis, et chaque fois, il y avait un journaliste à Ottawa qui envoyait un message. Alors, on se mettait en contact avec les gens qu'on connaissait en Australie et des gens qu'on connaissait aux États-Unis et même des gens en Russie quand il a essayé de travailler là-bas. Et en fin de compte, je suis heureux de dire que si vous utilisez Google pour trouver son nom, vous allez trouver que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ne va jamais être l'opérateur exploité une monde après. Ça, c'est l'autre élément. Les gens, les différentes personnes qui font des choses différentes. Et hier, dans la table ronde, j'ai entendu parler de ce que j'en fais. Les procureurs et les agents de police ont beaucoup d'appui. Il y a des gens qui font ce travail. C'est un autre exemple de comment on a pu avancer. Les gens essaient de faire de leur mieux pour faire avancer cette question en reconnaissant que ce n'est pas juste de tuer dans quelques circonstances que ce soit. Democracy Watch a joué un rôle très supplémentaire, pas très direct dans ses efforts. Après l'introduction du projet de loi, on a fait pression sur le Parlement. On a organisé une coalition de responsabilité des entreprises. On a réuni 30 groupes d'autres secteurs à part dans le travail pour démontrer qu'il y avait un appui plus large pour ce genre de transformation. Et on a profité devant le comité de parler plus largement du fait qu'il s'agissait simplement d'un outil et du fait qu'on avait besoin de beaucoup d'autres outils. La chose qu'on a surligné surtout, et on le fait depuis 20 ans, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'individus organisés dans des organisations qui ont suffisamment de ressources, qui sont indépendantes du gouvernement ou du financement des entreprises pour pénétrer dans ces questions et rayonner jusqu'à suffisamment de personnes parce qu'on n'a pas d'exposition tous les jours. Il faut qu'ils sachent que c'est la réalité des milieux de travail et que les difficultés existent et persistent. Et je veux le mentionner, je veux mentionner une chose qu'on appuie depuis 20 ans, si je n'ai pas l'occasion plus tard. C'est très simple, ça ne coûterait rien au gouvernement ni au milieu d'affaires, mais le milieu d'affaires est très efficace quand il veut facturer des individus. Ils le font de façon très efficace parce qu'ils veulent percevoir les paiements pour les produits, les services qu'ils fournissent. Ils envoient des enveloppes avec la facture et une autre enveloppe suivante pour qu'on puisse remettre le paiement. C'est brillant et maintenant ils ont un système électronique pour faire la même chose. On a fait pression sur le comité et on fait pression sur beaucoup de comités aux échelles provinciales et fédérales depuis 20 ans avec la coalition et une autre coalition sur la responsabilité des banques. C'est profiter d'un dépliant d'un groupe de gardiens des citoyens dans les enveloppes que les milieux d'affaires vous envoient déjà. Alors, par exemple, les banques
envoie une facture, un état des comptes à 25 millions de Canadiens une fois. S'il y avait des dépliant qui invitaient les gens à faire partie du groupe Watchdog, de gardiens des affaires des banques. Et ça, pour moins d'un sou, on pourrait atteindre, avec 250 000 $, on pourrait atteindre 25 millions de personnes. C'est seulement une petite part répandue. On aurait 40 millions de dollars, un don de 40 de chaque personne. Ça change le marché, ça équilibre les choses. Ce sont des syndicats de citoyens. Nous en avons besoin et les syndicats en ont besoin. Les gens ne se rendent pas compte parce que la plupart des gens ne travaillent pas sur des sites industriels ou dans d'autres milieux de travail qui sont dangereux comme ceux-là. Et même si on serait beaucoup plus orienté vers le monde des consommateurs, on comprendrait mieux le coût des affaires et comment on impose ça sur les individus et comment les cadres supérieurs en profitent. Ça ne coûte rien. On pourrait envoyer un dépliant. Il y en aura avis en haut de chaque courriel qu'on enverrait à tous les clients et aux actionnaires. Là où il y a une facturation massive, on peut le faire. Par exemple, en entrant dans un avion, on vous donne ce genre de dépliant. Aussi, si vous voulez acheter du bois, on peut vous donner quelque chose par rapport à l'industrie forestière. Quand vous allez acheter vos aliments, on peut vous donner un dépliant. C'est Ralph Nader qui a conçu cette idée. Si on avait ça dans tous les secteurs, on aurait un marché très différent pour les consommateurs et les travailleurs, et les entreprises auraient moins d'influence, les citoyens en auraient plus. C'est le genre de chose que Democracy Watch a contribué à ce processus. Si on veut avoir une responsabilité des entreprises, on doit organiser les consommateurs, les actionnaires et les citoyens, pas seulement les travailleurs. Merci. Marc. Politiques telles que tu les as vécues à l'époque? Oui. On a associé C-45 à Westray. On l'a appelé Westray Bill ou la loi Westray. Peut-être que ça a été une erreur aussi parce que c'est sûr que c'est un événement percutant dans l'histoire canadienne et c'est un accident dramatique. 26 morts, une explosion dans une mine. Mais peut-être qu'en associant la loi à un événement extrême, ça, dans l'esprit de plusieurs, ça banalise d'autres types d'événements qui ne sont pas plus excusables et qui sont aussi dramatiques. Alors, est-ce qu'on attend un Westray 2 avant de porter de nouvelles accusations? Peut-être qu'il n'y en aura jamais plus de Westray 2, parce qu'il y a beaucoup de sous-crimes ou de crimes moins importants qui n'ont jamais attiré l'attention ni de la police, ni de la couronne, ni des gouvernements, ni de l'opinion publique en général. Mais je partage l'opinion de mes amis ici sur l'importance de sensibiliser la population à l'existence des crimes industriels et à l'importance de les sanctionner. Au Québec, il y a eu une élection le 4 septembre dernier et le gouvernement en place proposait de verser 53 millions de dollars à une mine d'amiante et d'investir des milliards de dollars dans la modernisation d'une centrale nucléaire. This is 2012. On est dans 2012. J'ai été réélu et le gouvernement qui a été élu à sa place n'a pas donné suite ni à l'investissement dans l'amiante, ni à la modernisation de la centrale industrielle. Mais nous sommes en 2012 et il y a eu des manifestations dans les rues de gens qui souhaitaient qu'on modernise la centrale industrielle et qu'on mette de l'argent dans l'amiante. Ce sont deux secteurs connus mondialement comme étant des secteurs à proscrire, où le taux de cancer est très élevé, le taux de décès, c'est connu. Ce sont des domaines dans lesquels il y a eu de nombreuses recherches concluantes. Il faut abolir ces deux industries, tant le nucléaire que l'amiante. Pourtant,
il y a encore des gens qui pensent que c'est important d'investir là-dedans parce que ça crée des jobs. Alors, encore là, on banalise les risques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a l'impression que quand c'est relié au travail, c'est pas grave. Il était payé pour ça, il est mort au travail, c'est un accident, désolé, mais c'est comme moins pire. Et C-45 est arrivé dans ce contexte-là en 2004. Alors, est-ce que ce sont uniquement les accidents du type Westray qui sont importants et qui devraient être couverts par C-45? Il y a beaucoup de gens qui le pensent. Et j'ai l'impression que c'est ce qui explique le fait qu'il n'y a pas eu plus d'accusations et d'enquêtes de police qui ont été faites là-dessus. Moi, personnellement, dans des dossiers dans lesquels j'ai occupé comme avocat à Québec, je ne compte plus les cas où j'ai écrit au directeur des poursuites criminelles du Québec avec des rapports d'enquête pour lui demander de porter des accusations en vertu de C-45. Ça n'a jamais marché. J'ai écrit peut-être 10-15 fois. En 2007, j'ai écrit une lettre au directeur des poursuites criminelles pour lui demander d'intenter une poursuite criminelle contre un entrepreneur qui avait creusé une tranchée. La tranchée était mal creusée. Elle s'est effondrée. Un travailleur est mort enterré vivant dans l'événement. J'ai écrit au directeur des poursuites criminelles pour lui dire « Accusez cet entrepreneur. » Jamais eu de suite. Pourtant, creuser une tranchée, c'est simple, c'est facile. Si vous le faites dans votre cour, vous allez savoir comment faire. Vous allez mettre les murs inclinés avec des barrières, des planches pour retenir la terre. Il n'y aura pas de mort. Mais ça s'est passé. Hier, à la télé, j'écoutais les nouvelles de Montréal. Il y a un rapport d'enquête qui est sorti dans un cas identique. Un travailleur est décédé, enseveli vivant, sous un amas de terre. La famille est indignée, on demande des poursuites, il n'y en a pas. Ce sont des cas simples. Évidemment, ce n'est pas une mine où il y a 26 morts, mais ce sont des cas simples où les rapports d'enquête concluent à une grossière négligence qui a compromis la vie d'un travailleur qui n'a rien à se reprocher, il n'y aura pas de poursuite. Moi, ça me scandalise, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus que d'écrire au chef de la Couronne au Québec, lui demander de porter des accusations, envoyer des rapports d'enquête? Il y a un manque de volonté évident et on a l'impression que tout le secteur de l'industrie est laissé aux bons soins des inspecteurs, des commissions de santé et sécurité des provinces qui vont faire un rapport qui va rentrer dans le dossier, no fault civil, pas de poursuite civile, no fault, pas de poursuite criminelle par manque d'intérêt. Donc, c'est au Canada, à mon avis, c'est l'impunité totale. Les employeurs font ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune espèce de contrainte au plan judiciaire qui les empêche de prendre des risques quotidiens sur la santé et la vie des travailleurs. Merci, Marc. So, we've heard that the criminal code provisions. On entend parler des dispositions du code criminel qui sont pas utilisées comme on aurait dû les utiliser, et même dans des cas évidents comme ceux que Marc vient de nous expliquer, où on devait utiliser ces mesures, mais on ne les a pas utilisées. Maintenant, je passerai à la prochaine question, aux prochaines questions au pluriel. Peut-être je vais en mettre deux ensemble. Et la première, c'est est-ce que la loi Westray a changé quelque chose par rapport à notre compréhension des questions de santé et sécurité au travail? Et je vous demanderai de parler de la question de pourquoi cette loi n'a pas été et n'est plus une question politique tellement importante quand souvent les politiciens vont nous parler de cette législation pour sévir contre le crime. On voit ça à tout bout de champ, mais on n'entend pas parler de ce genre de législation criminelle sur une base régulière. Alors, je commencerai avec Duff peut-être sur ce point-ci. On pose ces deux questions. Oui. Moi, je vais m'en tenir à la deuxième question. D'abord,
un des commentaires préférés de Ralph Nader, c'est qu'on s'occupe beaucoup plus de crimes dans les rues que les crimes dans les chambres d'hôtel. Et c'est parce que le crime dans la rue, c'est une question où les politiciens peuvent faire peur et exagérer les statistiques de telle façon. Et Stockwell a dit qu'il y a beaucoup de crimes non signalés et les gens devraient en avoir peur. Alors, les statistiques ne sont pas précises. On dit que le taux de criminalité est en train de baisser. Lui, il doit savoir qu'il y a beaucoup de crimes qui existent et qui n'ont pas été signalés. Et c'est très difficile de faire la même chose avec les crimes dans le milieu de travail, d'encadrer toute cette question de la même façon. Alors, avec le temps, on voit que ces choses sont incorporées dans tout le schéma dans lequel on vit. Et il n'est pas facile de s'en sortir. Le travail avec Democracy Rights était sur la protection des consommateurs. Une autre partie de ce schéma est toujours de se concentrer et dire qu'il y a un système. Vous êtes acheteur et gare à l'acheteur, c'est tout. Pourquoi? Pourquoi c'est pas le vendeur qui devrait être sur ses gardes? Pourquoi c'est pas le cadre dans lequel on vivrait? Avec le crime dans les rues par rapport au crime dans les chambres d'hôtel ou sur le milieu de travail, on insiste sur ces schémas depuis très, très longtemps. Je pense à tout le système politico-économico et social, et quand on voit la façon dont le gouvernement arrive au pouvoir, la force des lobbyistes, des entreprises, les menaces de se retirer des pays, de déplacer les affaires d'un pays vers un autre, et les autres menaces, par exemple, la peur qu'auraient les conseils d'administration de se faire poursuivre. Il n'y aura pas d'investissement dans une certaine zone ou une certaine région ou pays si on poursuit. Et en même temps, les politiciens essaient d'utiliser la crainte comme pour obtenir des votes et utiliser aussi le crime dans les rues. Et on se concentre beaucoup plus donc sur les crimes dans la rue. Je pourrais parler longtemps des médias aussi et de la façon dont les médias veulent se concentrer seulement sur ça, que ce sont des anecdotes n'importe où au monde pour les médias à l'échelle locale. Et ça renforce cette peur. Et ça nous fait penser qu'on devrait avoir plus peur les uns des autres que des entreprises et de leur structure. Tu vois cette question de savoir est-ce que ça a changé quelque chose selon toi et est-ce que tu as des commentaires sur pourquoi ce genre de législation a si peu d'attention politique? Oui. Bien, moi, je pense que ça a changé quelque chose pendant quelques années. À partir de 2004, peut-être, tant que les employeurs n'ont pas su réellement comment C-45 allait être utilisé, il y a toujours une crainte évidente. Et moi, je pense que ça a eu un certain effet dissuasif. Je me souviens, dans les années 2005-2006, il y avait beaucoup de colloques d'employeurs. Les chambres de commerce, le conseil du patronat réunissaient les employeurs qui étaient un peu inquiets et qui se disaient, est-ce que je serai le prochain Westray? Or, à partir, surtout, je pense qu'un des points qui a finalement fait tomber la pression, c'est Transpavé. C'est le cas au Québec. Il y a eu une accusation contre une entreprise, Transpavé. Et il y a une accusation qui a été portée. Alors là, tous ceux qui étaient favorables à C-45 étaient contents, jusqu'à ce que le juge, je pense que c'est le juge Chevalier, Transpavé a plaidé coupable. Alors, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu on n'a pas suivi dans les médias toute l'histoire du décès de ce jeune homme de 23 ans et la faute de l'employeur qui avait débranché le mécanisme de sécurité.
qui a causé le décès. Donc, l'employeur a plaidé coupable. Et là, il y a eu une condamnation à 100 000 $. Et l'employeur est venu dire qu'il y avait de la peine et qu'il était traumatisé par le décès du jeune homme et blablabla. Alors, 100 000 $. Et j'ai retrouvé hier dans mes recherches un article du Canadian Lawyer 2008, une entrevue avec Martin Cochon, qui est satisfait de ça. Et là, je me dis, oups, il a oublié les objectifs de 2004. Et peut-être qu'il défend sa loi. C'est sûr que pour un ancien ministre, il est content de ses lois, puis il veut toujours montrer que les lois étaient bonnes et qu'il avait raison. Oui, il avait raison, mais la suite est désastreuse. Et c'est certain qu'on ne peut pas accepter qu'une amende de 100 000 $ pour un décès causé par la négligence criminelle soit acceptable. C'est absolument inacceptable. Et je répète, si l'objectif, le résultat de C-45, c'est simplement d'imposer des amendes, ça ne marche pas. L'argent, ils en ont de l'argent, les employeurs. Ils en font de l'argent. C'est une business qui marche, qui continue après l'accident. C'est certainement pas dissuasif. Ce qui est dissuasif, c'est une condamnation criminelle personnelle contre un dirigeant qui n'a pas pris les moyens pour assurer la sécurité et éventuellement une peine de type criminel quand on tue quelqu'un en automobile ou avec une arme blanche ou dans une bataille. On va faire du temps. Bon, pourquoi pas les employeurs? Et ça ne prend pas grand-chose. Un cas, un seul cas, n'importe où au Canada, puis il y en a beaucoup des exemples, moi j'en vois tous les jours, un cas, accusation, procès, condamnation, ça peut changer tout. C'est juste ça qu'il faut faire. Tant qu'on ne le fera pas, bien, C-45, c'est quand même un amendement au Code criminel, fondamentalement, c'est ça. Alors, oui, C-45 a eu de l'effet tant que les employeurs ont craint qu'ils puissent un jour être condamnés ou poursuivis et condamnés en vertu de C-45. À partir du moment où on a constaté qu'il n'y avait pas de suite au plan judiciaire, puis que finalement les amendes étaient ridicules, bien là, la pression est retombée. Et aujourd'hui, malgré qu'on ait un outil puissant dans les mains, avec cette loi-là, on ne s'en sert pas. Et aujourd'hui, la crainte est disparue, à mon avis, malheureusement. Perhaps I could ask Andy. Je demanderai peut-être à Andy d'exprimer ses idées pour nous dire s'il s'agit simplement d'un petit grand papier ou s'il y a eu vraiment une transformation. Moi, je vais changer un peu votre question. Je pense qu'il était un pas vers l'avant et la loi nous donne certains outils. Mais Marc vient de le dire. Même 8 ans plus tard, nous sommes encore au début. Moi, je veux que quelque chose arrive. Nous avons percé l'affaire Métron en Ontario, le cas au Québec, et il y a une lutte en Colombie-Britannique maintenant. Alors, en réalité, ce qu'il faut comprendre, que ce n'est pas la conception de la loi qui est fautive. On peut s'en servir. Et en me référant à quelque chose à Harry a dit, on doit faire de la théorie sur la façon de rendre la loi plus efficace. Et je ne veux pas laisser tomber ça. Je reconnais qu'on se trouve dans un milieu politique où quand je pratiquais le droit, je me souviens surtout que Ian Scott, qui était le procureur général à ce moment-là, avait dit qu'on ne permet plus dans la province qu'un mari abuse de son épouse. Il ne peut pas s'attendre à ne pas être l'objet de poursuites. Mais c'était le cas dans les années 80. Mais ça n'arrivera plus la prochaine fois qu'un procureur essaie de dire ça. On va le congédier. Il y a eu des directives données au procureur général, à la police. Il y a des groupes spéciaux qui ont été composés pour
mener cette idée à bien. Et dans un monde correct, c'est ça qui serait arrivé avec C-45. Il y a des groupes spéciaux dans la police et dans le bureau du procureur général pour décider comment le faire de façon efficace maintenant et à l'avenir. Mais c'est pas ça qui est arrivé. On doit continuer à faire pression sur ces éléments pour faire la transformation. Vous nous a parlé hier de ce on a parlé de la Colombie-Britannique et d'autres organisations. Mais ce que je n'ai pas vu, c'est ce que Duff vient de dire. Il s'agit de personnes qui sont tuées au travail, mais plus largement, ce sont des entreprises qui tuent des gens. Et aujourd'hui, quand je dis des choses comme Excel, est-ce qu'on va faire des poursuites aux criminels s'il y a la viande contaminée qui est distribuée à la population et les fabricants d'oxycodone qui savaient en faisant pression, en faisant du lobby avec les gouvernements, qu'il y aurait des dépendances qui détruiraient les vies de certaines personnes. Est-ce qu'il y aura des poursuites? Sinon, pourquoi? Alors, je pense qu'il faut absolument mettre ces éléments ensemble. Comme vous avez dit, il faut reconnaître que tuer quelqu'un au travail, c'est un acte criminel, ce n'est pas acceptable et il faut qu'on fasse pression pour que ça arrive. Mais ce n'est pas seulement les travailleurs. Il y a aussi une interaction avec les sociétés, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous. Et la clé, c'est de continuer ces combats pour avoir et d'influencer les gens à différents endroits, pour les gens qui peuvent faire une différence. Alors, on a un projet sur lequel j'ai travaillé avec Corey pour le Conseil du travail canadien, c'est d'essayer de développer un guide en langage vulgaire pour le projet C-45 pour la police. Et de la façon que ça a été fait, c'est que de façon prédominante par Corey, c'était de consulter les policiers en Ontario et ailleurs de façon informelle pour quelles sont les questions qui vous sont posées. Alors, on a besoin de faire la même chose avec la poursuite. Alors, ça fait partie d'un agenda de promouvoir et j'en fais un lien avec les questions plus amples. Alors, pour les raisons qui ont été décrites hier aujourd'hui, je ne pense pas que c'est un échec total. Je ne pense pas que nous en sommes à la phase de faire que ça fonctionne et nous devons continuer à pousser de l'avant pour aller à l'étape suivante, pour que le crime, que le genre de crime, à cause de l'impact qu'il a sur nous tous. Est-ce que vous pourriez vous pencher là-dessus? Pourquoi le projet de loi C-45 dans le contexte international? Lorsqu'on parle de compagnies qui opèrent outre-mer, il y a peu de mécanismes en place pour gouverner leurs activités, surtout s'ils opèrent dans une zone de gouvernance faible. Alors, l'autre problème, c'est que la loi internationale elle-même traite les compagnies multinationales comme ces entités ne sont pas considérées comme des groupes fragmentés. Alors, ce sont des sociétés fragmentées. Alors, Colombie, des gens qui sont supposés d'être gouvernés par l'État dans lesquels sont opérés. Alors, c'est l'État hôte qui devrait avoir le mot à dire là-dessus. Alors, il y a aussi la notion que le Canada devrait avoir juridiction sur la compagnie mère. Alors, même si les sociétés commettent des crimes internationaux, il n'y a pas de tribunal international pour les juger ou prendre juridiction sur ces crimes et les poursuivre. Alors la Cour internationale a juridiction sur les personnes et il n'aurait pas les ressources, même s'il le pouvait, partir aux trousses des sociétés, avoir une loi nationale d'attacher de la responsabilité aux sociétés est importante. En ce qui a trait le manque de réglementation, nous avons des initiatives, le Global Compact et
l'OIC on parle de ces entités par la gestion corporative comme si c'était réglementer les actions des sociétés et qu'ils étaient suffisantes pour réglementer leurs activités outre-mer. Mais elles ne le sont pas. Et elles ont été prouvées comme étant tout à fait inadéquates. Et si on regarde les questions des droits fondamentaux, elles n'ont pas de gouvernance, les questions de droits humains, du moins pas selon les normes établies. Et les conclusions semblables peuvent être faites sur les mécanismes domestiques comme la transparence des sociétés, même ce qui a trait aux litiges transnationaux. Alors, des façons de gouverner le comportement qui arrive dans un contexte transnational. Et aux États-Unis, il y a un cadre qui a été élaboré pour s'assurer que quand leurs compagnies qui opèrent dans d'autres pays, qu'ils ne deviennent pas, qu'ils ne soient pas impliqués dans des abus des droits fondamentaux, des droits humains. Alors, je ne vois pas comme la responsabilité criminelle comme étant d'être la solution à tout, mais ça peut faire partie d'une partie importante et d'une espèce de cadre législatif qui pourrait cibler ce genre de crime. Merci, Penelope. Maintenant, la dernière question que je vais soumettre à la tribune. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quels sont les obstacles politiques dans la mise en œuvre de la responsabilité? Andy a déjà abordé cette question-là et peut-être que nous pourrions vous donner quelques minutes pour que vous puissiez partager avec nous vos pensées, vos idées pour aller de l'avant. Je pourrais commencer avec vous, Andy. Oui, bien sûr. Premièrement, je vais ne pas faire quelque chose qui est très difficile. Je ne parlerai pas de Westray, du projet de la loi, de la négligence des entreprises. Et parlons de ce que c'est et pourquoi c'est important pour nous dans les applications et dans les milieux du travail, comment nous le comprenons, comment ça devrait fonctionner et particulièrement comment ça devrait fonctionner du point de vue de la poursuite de la loi qui est mise en application. Et partant de ce point, si on bâtit là-dessus, de ce qu'on a entendu ici, on a des exemples de poursuites, des gens qui travaillent là-dessus et qui pensent et d'essayer de développer le tout. Alors, je veux faire cette référence. J'ai eu le privilège, quand j'étais dans une firme, j'ai travaillé avec Diane Martin. Une des dernières choses qu'elle a fait avant d'abandonner et qu'elle est allée enseigner à Osgood, c'est de travailler sur une cause pour voir si c'était possible pour le gouvernement canadien d'intervenir dans l'incarcération de Lionel Pelletier, et un leader autochtone qui est encore en prison et qui a été trouvé coupable de façon injuste. Alors, la création de ce qui était le projet d'innocence. Alors, j'ai travaillé avec elle là-dessus. Je suis certain que certains d'entre vous connaissent quelque chose là-dessus. J'ai travaillé avec d'autres et avec la communauté de ces questions-là et d'amener des étudiants en droit à bord du projet. Elle a commencé à recruter d'autres gens pour travailler, mettre à la lumière du jour les gens qui avaient été trouvés coupables de façon injuste. Et le tout s'est transformé en une opération beaucoup plus vaste dans laquelle beaucoup de gens ont été libérés et ça a amélioré les normes et je pense que nous devons faire ici, pour établir un parallèle, nous devons faire du progrès, mais avec des perspectives différentes présentées ici, peuvent coalescer et qu'il y ait une pensée stratégique et nous pourrions ajouter plus de pratiques dans la responsabilité, la négligence criminelle des sociétés. Je pense qu'on peut entamer le processus et faire du progrès pour toutes les raisons que nous avons décrites. Ça ne sera pas facile, ça ne sera pas demain matin. Cependant, je crois que le fait que l'impact de l'agenda politique, un de ces impacts, surtout autour de la déréglementation que nous verrons, de plus en plus de ces cas-là vont venir à la lumière du jour. Les gens sont blessés, malades à cause
du comportement des sociétés sans bride. Alors, je pense que le premier obstacle politique à une mise en œuvre véritable de C-45, c'est le lobby des employeurs, évidemment. Le premier obstacle. Les employeurs sont tout-puissants. Ils ont des entrées dans tous les gouvernements. Et, à mon avis, c'est le principal obstacle. À côté des employeurs, bien, il y a évidemment les organisations syndicales, les organisations de travailleurs, mais qui ont un peu moins d'écoute, malheureusement. Un autre obstacle, je pense, c'est le fait que on a l'impression qu'en travaillant, on assume un certain risque. En d'autres termes, les gouvernements, les politiciens promettent des emplois, pas nécessairement des emplois sécuritaires. On parle toujours d'emploi, job, job, job. Dans la mesure où on a un emploi, on n'a pas à se soucier de la question de la sécurité. Ce n'est pas encore à l'agenda, ce n'est pas encore un réflexe, ni chez les citoyens, ni pour les hommes et les femmes politiques. Et un autre obstacle, c'est cette perception qui est encore très forte à l'effet que quand un accident survient au travail, c'est forcément la faute du travailleur. Il y a actuellement au Québec une publicité partout à la télé, dans les journaux, qui est une publicité qui focus sur les accidents de travail. Une publicité de type préventive. Et à chaque fois qu'on présente cette publicité, on voit un travailleur qui est blessé ou qui est tué. Là, on voit sa femme qui pleure, on voit ses enfants qui s'ennuient, on voit le gars avec un plâtre au pied qui tue le temps à la maison puis qui s'ennuie. Jamais, 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 on va dire qu'il y a un employeur qui n'a pas fait sa job et qui a causé cet accident-là. C'est comme un tabou. C'est comme si c'était inimaginable. C'est toujours le travailleur. Et Mme Lippel, tantôt, rappelait qu'on a, dans la loi sur les accidents du travail, une notion de faute lourde du travailleur qui peut le disqualifier de l'indemnisation, alors qu'on n'a pas la notion de faute lourde chez les employeurs. On l'a dans C-45, mais jamais appliqué. Alors, ça aussi, je pense que c'est un obstacle politique et peut-être que C-45 devrait être dépersonnalisé, on devrait arrêter de parler d'une mine. C'est important dans l'histoire de la loi, mais aujourd'hui, si on veut véritablement que cette loi-là soit adoptée et qu'elle soit appliquée de façon plus générale, il faut couvrir d'autres cas. Et si on cherche les obstacles politiques à la mise en œuvre véritable de C-45, on n'a qu'à se demander quelles seraient les réactions si, demain matin, dans une province canadienne, un chef de gouvernement ou un chef de parti disait « Moi, si je suis élu, je vais poursuivre les employeurs qui commettent des crimes au travail. » Pensez-vous que ce serait vraiment d'intérêt public? Pensez-vous que ce serait vraiment un enjeu électoral? Probablement pas, pour toutes les raisons que je viens de donner. Mais il ne faut pas arrêter, il faut continuer. On a un outil, et je le répète, le jour où, en quelque part au Canada, il y a un procureur de la Couronne qui va porter des accusations en vertu de C-45, ça peut changer tout le tableau. Il faut simplement ramener à la surface. Pour ça, il faut être vigilant, il faut créer une pression sur la Couronne, la police. Je pense que les lois existent, les outils sont là, mais c'est une question d'intérêt juridique, d'intérêt judiciaire avant tout, à mon avis, à ce stade-ci. Merci. So, Penelope, do you want to... Penelope, est-ce que tu voudrais rajouter là-dessus, renchérir là-dessus, sur les compagnies qui deviennent des multinationales complexes? Oui. Il y a un certain nombre de choses qui arrivent quand on regarde du point de vue extraterritorial. Je ne parle pas des accidents en milieu de travail, je parle des crimes internationaux des entreprises qui deviennent complices, qu'ils ne perpètrent pas, mais à Talisman, au Soudan, où la piste d'atterrissage du consortium, duquel elle faisait partie, a été utilisée pour faire des bombardements illégaux qui étaient contre des populations civiles qui vivaient dans la région pour les évacuer. Alors, le gouvernement envoyait des troupes terrestres pour nettoyer les villages, les brûler, les saccager.
Ils utilisaient des hélicoptères armés pour tirer sur ces gens, tout ça pour protéger l'infrastructure gazière et minière dans ce coin-là d'exploitation des richesses pétrolières. Alors, la cible était les civils. C'est le genre de crime. Une autre compagnie, Enter Mining, qui est une compagnie australienne qui a des bureaux au Canada, qui est impliquée dans donner du support logistique aux Congolais, le militaire du Congo de l'Est, et les allégations, non seulement ils ont fourni les camions et les avions pour ramener les troupes à l'endroit où un massacre a été fait, mais ils ont conduit les camions et ils ont amené les victimes à des endroits où ils ont été exécutés de façon sommaire. Alors, c'est le genre de crime auquel on fait allusion. Et si on allait les poursuivre au Canada, il faudrait utiliser la loi des mesures de guerre. Alors, il y a 2 poursuites qui ont été utilisées sous cette égide. Alors, les chances que ce soit utilisé pour les sociétés est très faible. Ça, c'est un problème énorme. Et l'autre chose, c'est que ce genre de poursuite est très onéreuse. Ça demande des ressources de capital et de ressources humaines. Et nous sommes sous-financés à ce niveau-là. C'est très difficile d'amener de la preuve admissible, surtout quand les actes sont créés dans un contexte de conflit. Alors, si on essaie d'établir un lien causal entre les actes de talisman, une des sous-branches de Talisman qui opérait dans un autre pays. Alors là, à ce moment-là, un subsidiaire, si on établit le lien avec la compagnie mère, c'est très difficile à cause de la structure de ces compagnies. Il y avait 5, dans le cas de Talisman, 5 subsidiaires entre la compagnie mère au Canada et le subsidiaire qui était dans le groupe conjoint où l'acte a été perpétré. Alors, le fardeau de la preuve est très élevé et il y a une réticence d'amener tout ça à cause des politiques externes des pays dans lesquels ils œuvrent. C'est ce que je voulais dire à propos des obstacles et essayer de prouver que la compagnie était complice alors qu'ils ont aidé et encouragé dans les actions de celui qui a perpétré le crime. Alors, c'est très difficile dans un tel contexte. Et Leslie Duff, vous, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais me concentrer sur les changements à l'interne, bâtir la capacité ou les changements et des stratégies, comment gagner ces causes. Du point de vue national, même si nous augmentons la capacité, ça va aider au point de vue international, mais c'est au niveau international, c'est une toute autre histoire de courir après ceux qui ont perpétré ces crimes. Très difficile, parce qu'il n'y a pas de loi internationale, il n'y a pas d'entité pour... Alors, au niveau de bâtir une capacité, alors des feuillets envoyés par les entreprises. Si vous voulez voir plus d'informations, democracy.watch.ca, et c'est notre campagne, c'est dans le cadre de notre campagne. Si chaque syndicat au pays se rassemblait ensemble et qu'il y avait une coalition de citoyens à aucun coût du gouvernement, la capacité en serait d'autant plus augmentée. Ce qui arriverait, c'est que 5 des gens qui seraient intéressés aux banques se joindraient, alors qu'un autre groupe exerçait une surveillance sur les lignes aériennes, les compagnies aériennes, d'autres sur la surveillance des animaux. Si 5 de 20 millions, alors nous aurions des budgets qui seraient créés de plusieurs millions et des groupes de voteurs qui pourraient pourvoir à leurs propres besoins, qui ne seraient pas dépendants à des fonds venant d'ailleurs. Alors, ça pourrait balancer le monde du marché de plusieurs façons. Et le processus de politique, une fois de plus, que les sociétés qui vendent 25 milliards par année dans ce forum, les compagnies qui
promulguent leur agenda à coût de 25 milliards. L'autre chose qui pourrait être gagnée, alors les délateurs, la protection des délateurs est une stratégie qui pourrait être gagnante. Il n'y a jamais eu d'efforts coordonnés, pas seulement par les syndicats, mais par tous les groupes d'intérêt, travailler ensemble pour la protection des délateurs. C'est un système qui ne coûte absolument rien à mettre en œuvre. C'est juste un système de loi. Il y aura un coût si c'est un système blindé, mais ces coûts-là seront largement compensés par juste en réduisant les pertes associées. Et il n'y a pas d'argument contre la délation. Quelqu'un qui est au travail, quelqu'un ne devrait pas avoir à réfléchir aux conséquences de délater, de rapporter des actions répréhensibles dans le milieu du travail. Alors, il y a 110 changements et j'étais la seule personne qui ont été apportées à la législature et nous avions un budget d'environ 60 000 $. On essayait de promouvoir des choses que 90 et les 10 qui étaient contre, il n'y avait pas d'argument valable contre. Alors, les gens trouvaient ça, amenaient des arguments stupides à l'encontre. Alors, pour ce qui est de la divulgation du lobbying, il y a des recommandations d'un comité fédéral où la majorité est conservateur et d'essayer d'éliminer les zones grises pour contrôler le lobbying, la divulgation. Alors, une majorité conservatrice a établi ces recommandations. Évidemment, toutes les zones grises ne seront pas couvertes. Une des choses qui devrait être divulguée, c'est aux États-Unis combien les entreprises dépensent dans leurs efforts de lobbying. Alors, ça contribue à délimiter la matrice. Et non, en fait, ils font des frais pour promulguer un agenda. Nous ne savons pas combien ils dépensent là-dessus, mais il faudrait que ce soit divulgué. Et une fois de plus, ce serait une stratégie gagnante et ce serait un pas. Si vous me permettez, je vais vous arrêter ici. Alors, c'est le moment où la discussion devrait se poursuivre avec notre assistance. Je ne suis pas très bonne pour... Peut-être allons-nous prendre 2 questions et nous allons poursuivre avec la dernière partie du symposium qui est la synthèse et la discussion avec Catherine et Stephen. Oui, allez-y. Pat Van Horn. Je n'ai pas pu vous laisser aller sans mentionner le fait que les travailleurs des métaux, l'organisation mère, où nous faisions du lobbying pour C-45 au début, de façon conjointe avec le Congrès du travail canadien, nous avons initié ce qu'on appelle une campagne nationale, mais ce n'est pas une campagne fédérale, c'est une campagne pour mettre de la pression sur les procureurs généraux des provinces pour faire la bonne chose politiquement. Les gens se plaignaient hier qu'il n'y avait pas de politiciens fédéraux, même s'ils avaient été invités, mais c'est les provinces où nous devons œuvrer et de s'assurer que les procureurs généraux, qui sont tous élus, qui sont dans une position où ils doivent instruire leur procureur de la couronne, leur police, de mettre en application la loi. Alors, on n'a jamais abandonné sur la loi West Gray ou la négligence criminelle, si vous voulez l'appeler ainsi, et nous allons continuer dans nos efforts dans les provinces pour appliquer de la pression sur les procureurs généraux. Ce n'est pas une question. Merci. Andrea, j'avais juste un commentaire et une question. Une partie de mon commentaire était les choses relatant des consommateurs. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être efficace. Je ne pense pas que l'organisme de surveillance des banques, je ne pense pas que les banques sont vues comme des sociétés très malveillantes, mais je pense qu'elles sont. Alors, elles ne représentent pas quelque chose de semblable à Darth Vader. Et quand Andy mentionne que c'était créé dans l'esprit, voici cette personne, voici ce qu'elles ont fait, ainsi de suite. Une des questions que j'avais, c'est
Je pense que les syndicats ont caractérisé ces types Darth Vader et de les caricaturer de cette façon-là. Et c'est une façon de dire que c'est injuste et les sociétés n'ont pas le droit de tuer sans impunité. Et je comprends ce que Steve Toombs a dit, utiliser les familles des victimes. J'ai remarqué que ce qu'on peut faire au syndicat, depuis qu'on a travaillé avec la police et les procureurs, et dans l'exemple de la cause Micron, moi, je me sentais pas confortable et peut-être que mes frères et sœurs ont eu une perspective différente. Cependant, envoyer du matériel disant « Voici ce gars-là, Joel Schwartz, il a fait tellement d'argent. Il vit dans une maison de 5 millions de dollars. Il a fait plus d'argent que n'importe qui dans la même industrie. » Parce qu'il a coupé les coins sur la santé et sécurité, il a tué 4 personnes et il est assis dans son château fort. Alors, on ne fait pas ça parce qu'on a une sorte de gêne. Alors, comment pouvons-nous amener ça, pousser ça de l'avant lorsqu'il y a une cause active? Alors, c'est une question pour Andy. Andy, vous avez été élu? Je pense que... Merci. C'est un BlackBerry à ce bout ici, probablement. Il y a quelqu'un qui nous écoute, un micro caché. Et alors, ce que vous avez décrit, c'est le genre de choses qu'on devrait faire. Mais je suis... Gardant à l'esprit les commentaires qui ont été faits, il faut faire attention qu'on mène que notre perspective soit trop étroite. Le plus dommageable, ce n'est pas nécessairement c'est pas toujours les plus évidents et les plus erratiques. Alors, quelque chose, Clifford Frame, entre autres, c'est toujours une épée à 2 tranchants parce que ça expose le problème d'une façon légèrement différente. Ça peut faire... c'est un cas insouciant qui interfère avec ce qui se passe. Je pense que si, dans le travail qu'on fait, si on établit ces liens, si on met les noms, si on colle des noms aux sociétés, parce que la société n'est pas qu'une entité informe, c'est pas juste Excel, c'est nommer les gens et utiliser ces noms-là. Je pense qu'on contribue à cette reconnaissance du problème et nous mettre dans une position de bâtir là-dessus. Et ceci étant dit, c'est un choix stratégique. Est-ce que je pourrais renchérir là-dessus, cette idée d'organiser les citoyens, alors les consommateurs, pour des banques, par exemple, les clients des banques. Peut-être que là, oui, je vais me joindre à ce groupe-là parce que ils vont réduire mes coûts de carte d'intérêt, alors mes frais d'opération vont être réduits. C'est là où ils en sont. Le but de l'arrivée, c'est de faire prendre connaissance qui a financé Westray. Ce sont les banques. Alors, votre argent est utilisé pour tuer des gens. Les gens ne font pas ce lien-là parce qu'ils mettent leur argent à la banque et l'argent est sécuritaire. Alors, qu'est-ce que la banque fait à votre argent? Il n'y a aucune réflexion là-dessus. On y a pensé il y a 120 ans au Québec où la Caisse populaire a été formée, Desjardins. Et pas parce que l'argent était utilisé pour tuer des gens, mais parce que l'argent des banques, l'argent des gens allait aux anglophones et que ça ne revenait pas dans les... Alors, il s'agit de transformer les banques en caisse de crédit où nous avons un mot à dire sur où va notre argent, pas juste le déposer puis un point c'est tout. Alors, en suivant les principes organisationnels, partir d'où les gens sont et les amener ailleurs. Il n'y a pas suffisamment de gens qui sont exposés et c'est une façon très facile d'exposer un grand nombre de gens de plus à ce que les sociétés font. Mais il n'y a pas d'argument contre, parce que ça ne coûte rien au gouvernement ou aux entreprises de former ces organisations. Et si les syndicats prenaient le flambeau et partageaient avec leurs partenaires internationaux, parce que les mêmes méthodes
sont applicables presque partout dans le monde, même dans des pays en voie de développement où tout le monde paie leur compte à travers la banque parce qu'il n'y a pas d'autre système. Quand vous allez à la banque pour payer votre facture, on pourrait vous donner un feuillet pour vous joindre à un groupe de surveillance. Si c'était fait de façon mondiale, la capacité qui en résulterait du point de vue de la citoyenneté, le lobby des citoyens et l'éducation versus ce qu'il y a du point de vue des sociétés, ce serait exponentiel. Ça, c'est finalement, ça augmenterait exponentiellement la puissance des... Alors, ce serait la puce informatique de la coalition des citoyens. Une autre zone cible, c'est l'entité séparée légale quand ça arrive à la responsabilité criminelle. Parce que c'est amplifié dans un problème international parce qu'il y a des compagnies qui opèrent pas seulement comme étant des personnes morales séparées, mais incorporées dans des juridictions différentes. Alors, il faut qu'il y ait de la responsabilité dans un contexte, sinon dans d'autres contextes également. 2 questions. Je vais prendre la dernière de vous. My name... Public du Canada. J'écoutais ce qui se disait hier et ce qui se disait aujourd'hui au niveau de l'application ou la non-application des changements au Code criminel. Ça me faisait penser un peu à un certain Machiavel qui, lorsqu'il parlait, il disait aux grands dirigeants que tu es peut-être mieux de tuer que de blesser quelqu'un ou de rendre quelqu'un qui sera encore vivant. Tu vas avoir plus de problèmes avec ces gens-là qu'avec les personnes que tu vas tuer. Et il suggérait aux dirigeants, si tu veux continuer à diriger, agis en conséquence. Puis quand j'entends ça, puis quand on regarde les principes de santé-sécurité, tu sais, la mort au travail, c'est, tu sais, on a souvent l'image du iceberg. Bon, au Canada, il y a peut-être 1000 morts par année qui sont reconnues par les commissions des accidents du travail, mais il y a près d'1 million de réclamations qui sont déposées, pas tous pour des blessures invalidantes, mais qui sont déposées à chaque année et acceptées par les commissions des accidents du travail. Quand on parlait tantôt, Maître Bellemare parlait de la tranchée. Le fait qu'il y a eu un mort, la finalité de la blessure ou l'impact sur l'individu, c'est une chose. Mais si l'objectif, c'est d'améliorer la prévention, de réduire les gens qui sont justement blessés, puis là, on parle des accidents physiques, mais dans le milieu de travail, on sait que présentement, particulièrement au niveau de l'assurance invalidité, une absence sur 2 est reliée à la maladie mentale. Et très souvent, il y a plusieurs écoles de pensée, en tout cas, il y a certaines écoles de pensée qui croient que l'organisation, si les organisations sont des personnes morales, mais c'est des organisations qui ont des problèmes psychiatriques très importants qui devraient être soignés. Cela étant dit, mon point, c'est que ce que je me demande, puis ça va avec la question que j'avais posée au panel, c'est si les morts ne sont que la pointe du iceberg, puis c'est tellement tragique. Puis en même temps, l'expérience que j'ai avec les commissions du travail, c'est que quand tu as un accident, si on parle d'indemnisation, bon, ça a été réglé avec Sir William Meredith au début des années 1900. OK, n'approchons pas ça, mais ce qu'on voit avec eux, c'est que quand il y a de l'argent impliqué, plus qu'il y a de l'argent, plus qu'ils dérogent des principes technocratiques, là, des principes légaux, de dire oui, c'est un accident, puis oui, ça peut être indemnisé. Quand le dossier traîne et que l'absence du travail est plus longue ou que la réadaptation va coûter plus cher, ils sont beaucoup plus frileux à accepter. Alors, ma question, c'est, si moi, je me bats dans la rue avec quelqu'un ou à la sortie d'un bar, moi, j'ai consommé de l'eau toute la soirée, mais l'autre a consommé de la boisson. Donc là, on se bat à la sortie du bar. Et moi, je ne suis pas sous, lui il est sous, je lui inflige des blessures. Il n'est pas mort, mais la police va intervenir, puis je vais me retrouver avec une sentence. Il me semble que toute l'approche qu'on fait, c'est de se baser sur les morts, et je comprends l'importance de ça. Néanmoins, je me demande si on veut des succès du côté pratique, du côté de la loi, elle est là. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'essayer Puis hier, je pense que c'est M. Brassard qui parlait du point de chute. Il a fait référence au point de chute souvent. Est-ce que c'est uniquement les services de police qui doivent intervenir? Est-ce que les CSST au ministère du Travail, à travers le pays, pourraient déposer des choses? Ce que je me demande, c'est est-ce qu'on doit nécessairement
utiliser des situations de décès pour utiliser les provisions de C-45 ou si on ne pourrait pas y aller avec des petits succès qui auraient cet effet. Maître Bellemare disait tantôt, les premières années de mise en œuvre de cette loi-là, les gens ont eu peur, puis là, on a vu un impact, les gens ont plus investi au niveau de regarder ces aspects-là. Mais si on y va avec des plus petits, où les juges se sentent moins pris à faire des plus petites condamnations, pas besoin d'être la prison à vie, ça peut être des petites choses, mais peut-être qu'on aurait des petits succès sur lesquels on pourrait construire, mais surtout, ça aurait une influence dans la gestion, dans les décisions qui sont prises au niveau organisationnel pour, on sait qu'eux contrôlent les outils de travail, les ressources surtout, et la cadence. Alors, c'est ma question. Alors, je permets à Maître Bellemare de répondre à ça, s'il veut bien. Oui. Vous avez tout à fait raison. Tantôt, j'entendais Madame la panéliste nous dire, oui, c'est vrai que C-45, c'est du droit criminel. Et très souvent, on a des problèmes de budget pour faire les procès au niveau de la couronne. La preuve est difficile à faire. Il y a des secrets industriels qui sont impénétrables. Et c'est souvent ce que la couronne nous dit. On ne peut pas prendre de poursuite parce que c'est trop compliqué contre les employeurs. Un individu qui frappe un autre individu, c'est simple. Il y a 2 témoins, même il n'y en a pas des fois. Il y a des blessures. Il y a un dossier médical. C'est un cas facile. On obtient une condamnation. On peut faire la même chose avec C-45. C'est vrai que dans certains cas, c'est difficile, mais ça n'excuse pas le fait qu'on ne prenne jamais de poursuite dans des cas simples. Hein? Let's talk about small, clear cases. On va parler de cas simples et clairs. Facile. Un travailleur dans une petite entreprise, il y a 5 employés, il y a un accident qui survient, il y a une blessure ou un décès. C'est facile. Il y a une enquête qui est faite, il y a des photos, il y a des témoins. On peut prendre des poursuites facilement. Ça va prendre 2 heures, ça va être réglé. L'important, c'est de porter des accusations dans des cas petits, pour commencer, développer la jurisprudence, parce que les principes de droit sont les mêmes. On va obtenir un jugement, on va avoir un juge qui va se questionner sur la portée de C-45, quelles sont les exigences pour obtenir une condamnation, quelles sont les peines à imposer. On va le développer, le corpus jurisprudentiel, au fil des années, puis à un moment donné, on va être capable d'atteindre les plus gros poissons. Mais dans tous ces petits cas simples et faciles, où il y a des rapports d'enquête et la couronne n'a qu'à porter des accusations, ils ne le font pas quand même. Et c'est ça, moi, qui m'écoeure. C'est que on a toujours des arguments du côté de la couronne pour ne pas bouger. Madame disait tantôt qu'il faut mettre la pression sur les procureurs généraux des provinces et les procureurs de la couronne des provinces. Elle a tout à fait raison. C'est ça qu'il faut faire. Mais je ne pense pas qu'on doive toujours se référer à des cas complexes, des cas d'empoisonnement, des cas de produits toxiques, des cas de maladies systémiques à longue échelle, où là, la preuve est extrêmement difficile à faire. Allons-y avec des cas d'accidents, des cas simples, et appliquons C-45. Et on aurait quelques centaines de cas par année au Canada facilement, qui seraient des plus petits cas, mais où on obtiendrait des résultats rapidement, et on réussirait à créer cette pression auprès des employeurs qui sont susceptibles de jouer avec la santé et la vie des travailleurs, pour peu qu'on ait des cas. Parce que ces cas-là seraient couverts par les médias, ils seraient plus spectaculaires, on verrait ça dans l'actualité. Mais si on n'a pas de jugement, on ne les verra pas dans l'actualité. Là, ce qu'on voit dans l'actualité, là, c'est un travailleur qui est mort au travail. On a 2, 3 lignes là-dessus, peut-être une petite photo avec un échafaud qui a brisé, là. Puis on ne sait même pas ce qui va advenir par la suite. On a quelques affaires, mais s'il y avait des jugements de cour criminels qui étaient prononcés avec des condamnations, je pense qu'on réussirait à créer ce climat de peur et de crainte auprès des employeurs que le ministre Cochon avait avancé à répétition lorsqu'il avait présenté le projet de loi C-45. Et c'est vers ça qu'il faut tendre, mais à partir de plus petits cas. Moi c'est ma théorie, parce qu'un petit cas facile à prouver, c'est quand même une grande avancée par rapport à C-45. Et c'est toujours ça qu'on attend. Merci, Marc. As you know, we were live streaming the symposium, and so I would like. On était en train de diffuser au web ce symposium.
Et je voudrais entendre une question de quelqu'un qui participe en ligne. Je n'ai pas encore lu la question, mais Stephen Bittleman a parlé. Alors, on peut peut-être mettre fin à cette table ronde, mais on doit passer à la conclusion. Et je sais que les gens ont d'autres engagements. Alors, Andy, je vais vous dire tout de suite que je vais vous demander de répondre brièvement à la question suivante. Un thème que j'ai vu souvent avec les victimes et les familles, c'est le besoin de tenir des décisionnaires responsables. Comme Mike a dit, les entreprises ont énormément d'argent et on peut réduire les amendes et c'est le coût de faire les affaires. Les vérificateurs sur le site et d'autres pratiques semblent être punir une entreprise, un assurant qui ferait ce qu'il devrait faire. Alors, quand on blesse ou tue un individu, ils sont pas blâmés. Et le concentrer sur la personne normale, est-ce que ça nous enlève la concentration sur les décideurs? Et comment est-ce qu'on peut mettre ces gens-là devant la loi? Ouf, c'est toute une question pour finir. Brièvement, et je pense que Andrea s'est référé à ça dans sa question, c'est qu'on devrait regarder les décideurs et ça fait partie de notre stratégie. Et je dirais que même si les amendements par rapport à la négligence criminelle des entreprises, on se concentre plus sur les poursuites contre les entreprises. On a ouvert des portes à la possibilité de poursuivre des gestionnaires qui ont manqué à leur devoir. Ça incorporé à la nouvelle définition de la négligence criminelle. Et c'est dans 217.1. Mais c'est important, mais c'est à sujet de l'ensemble de ce qu'on a dit et ça donne un visage concret à ce problème. Et j'ai fait les recherches pour le dernier document que les métallos ont préparé pour le comité et ça faisait partie de tout le processus. Le seul endroit où je pouvais trouver une preuve d'une étude sur ce qui aurait le plus de poids, plus d'effet sur les gestionnaires, je pense que c'est Andrew Hopkins en Australie il y a très longtemps, il y a beaucoup d'années. Ils doivent avoir une responsabilité personnelle. Voilà. Alors, et bon, on doit remercier cette table ronde. Alors, les applaudissements, s'il vous plaît. Maintenant, Catherine et Stephen vont clore maintenant. Merci. This in English. Je vais faire une synthèse en anglais. Et de la France, just because I'm synthesizing people of... Les gens ont parlé en anglais, alors si vous voulez que ce soit rapide, il va falloir que je fasse en anglais. Il y a 6 points. Je sais que Steve veut dire d'autres choses après, mais j'ai essayé de regrouper les thèmes transversaux qui sont sortis de ce qu'on a dit lors des tables rondes. Il s'agit partout de la normalisation et du conventionnalisme. J'étais frappé quand je traduisais le parti de Richard. J'étais en Angleterre. J'avais jamais entendu parler du conventionnalisme et tout le monde me regardait comme une ignorante. Et j'ai lu le 3e des appels et j'ai dit que c'est la normalisation. C'est le même terme en France. Et quand on parle du passé de ces lois, en adaptant ces mesures dans le droit du travail, on voyait que le coût des accidents pouvait être compris dans le coût des affaires. Ça, c'est le processus de normalisation. Tout le monde a soulevé ça d'une façon ou d'une autre. On prend tout ça par acquis quand il s'agit d'un accident. Je ne vais pas répéter tout ça. Il y en a qui disent que ce n'est pas un crime véritable. On a entendu ça hier.
il y a la justification commerciale qu'on doit faire dans le contexte nord-américain. Et quand Jill a dit que c'est plus facile de payer l'amende que d'installer des rampes. Quand on compare le Québec et la France et qu'on parle de l'amiante et l'utilisation de l'amiante en France, c'est une faute inexcusable et ça exige des paiements de dommages. Et maintenant, le gouvernement du Québec ne va pas continuer à financer ces mines, mais on va payer des dommages et intérêts parce qu'ils doivent fermer les opérations. Ce sont deux contextes politiques très différents, il faut s'en souvenir. Et par rapport à ce que je ne veux pas qu'on oublie ce que Harry a dit, ce qui est normalisé, une des parties, le préjudice contre une partie sont normalisés, mais les préjudices contre l'autre partie ne le sont pas. Alors, il y avait... Est-ce que ça devrait être les ministères du Travail ou est-ce que ça devrait être la police qui devrait intervenir? Quelque chose d'important qui était dit dans la présentation de Steve. Souvent, on va chercher une cause et pas une criminelle. Et au Québec, on a dit la même chose. Le rôle est différent. Si on regarde dans la loi statutaire, on ne cherche pas les criminels, pas les causes, mais on a besoin des deux. S'il n'y a pas de crime évident, la police va partir. Une suggestion qui est importante souligner, c'est qu'on devrait vraiment un point de chute, que ce soit la police ou les enquêteurs, ils devraient tous ensemble et quelqu'un peut avoir une vue panoramique sur le tout. Maintenant, dans ce sujet de l'administration par rapport à la police, est-ce que la législation provinciale au Canada sur la santé et sécurité ou la législation des États en Australie peut être suffisamment forte pour être dissuasive. Il est important de souligner les disparités entre les différentes juridictions, domaines de compétences qui participent à cette conférence. On ne peut pas emprisonner, selon la loi au Québec, l'amende pour une première infraction dans le décès d'un travailleur, c'est seulement 60 000 $. Même au Canada anglais, c'est plus élevé et c'est rien par rapport à ce qu'on a entendu dire, même dans les compétences de common law. Et ce n'est pas 500 millions de dommages et intérêts qu'on vient de décider en Europe. Les organismes de réglementation peuvent contraindre les témoignages, tandis que la police ne peut pas le faire. C'est important. Troisièmement, il y a les entités spéciales. Il y a deux aspects de ceci. D'abord, est-ce qu'on a besoin de procureurs spéciaux? On a très bien parlé de ça en Italie, mais il y a plusieurs juridictions dont on a parlé ici. Parler des procureurs spéciaux. Il y a un côté négatif. Nina, en Colombie-Britannique, on en a parlé hier. Si on banalise, on va avoir des résultats très négatifs. On peut avoir un procureur qui banalise les choses. Ça dépend beaucoup de l'individu qui est choisi. La deuxième question que j'ai rajouté après les conversations d'aujourd'hui, en plus des stratégies judiciaires spéciales, c'est la grande différence entre ce qui arrive en Europe et dans les pays du common law. Je l'ai écrit quand j'ai entendu la question de Barbara. C'est comment obtenir les preuves. Comme on peut survivre financièrement en Europe si on défend les victimes. Et il y a très peu d'avocats qui peuvent survivre au Québec, à l'exception d'Allemagne, si on ne peut pas avoir ces connaissances très spécialisées
dans un bureau d'avocat ici, mais c'est extrêmement important parce qu'il y a une différence de ce qui se voit chez François et les gens qui représentent ces travailleurs au Canada anglais. La quatrième chose, je voulais attirer votre attention à soulever au début, qui peut être accusé du point de vue juridique et dans la pratique. On a entendu dans plusieurs présentations en Australie, au Royaume-Uni, on n'attaque pas les syndicats au Québec. Aussitôt qu'on a promulgué C-45, on a mis l'accent dans la formation. Vous allez être responsable si vous essayez de nous poursuivre parce que le projet de loi C-45 pourrait justifier des accusations contre les syndicats et contre les individus d'une façon différente selon la compétence où vous vous trouverez. Et qu'est-ce qui se passe avec les actionnaires? Est-ce qu'il y a des juridictions qui peuvent les cibler? Et sinon, pourquoi? Et Harriet a dit que le modèle canadien fait disparaître le profit comme une cause. Il n'y a pas de responsabilité criminelle au Royaume-Uni. Il y a une responsabilité personnelle dans d'autres juridictions et on emprisonne des gens. C'est beaucoup plus facile de cibler les petites entreprises que de cibler les grosses. Il faut penser aux implications politiques et sociales de ça. Et là, j'ai écrit quelque chose en français, mais je suis incapable de lire ce que j'ai écrit. La dernière chose que je voulais dire, qui est accusé? En France, l'organisation du travail, l'organisation des personnes morales qui rendent les personnes de la direction responsables, c'est le concept de la responsabilité structurelle. On doit concevoir cette idée ici. Et comment est-ce qu'on peut opposer ça à la stratégie de la diabolisation? Ça peut fonctionner une fois, mais si les problèmes sont structurels, ça ne fonctionne pas à long terme. Et la transformation des perceptions, tout un éventail de choses. J'ai beaucoup aimé le concept du game show de Richard d'hier. Vous allez regretter votre absence hier si vous n'avez pas entendu, mais c'est la meilleure analyse du coût et des bénéfices. Harry a dit, c'est qu'on commence à faire payer les actionnaires. Peut-être que les actionnaires vont s'en occuper un peu plus. Et on a parlé de l'importance de la perspective des syndicats. Les syndicats doivent regarder leur propre perspective. Il y a le guide en langage clair que la Fédération du travail de l'Ontario nous a donné. Le dépliant du CTC qu'Andrew et Corey ont rédigé. On pourrait peut-être commencer à organiser avec ça au Québec. Si les policiers au Québec ne savent pas que ça existe, ce serait bien de les envoyer. Sorry. But it's not my business. Mais c'est pas à moi de le dire, alors je le mentionne comme ça, c'est tout. On doit faire pression pour avoir plus de ressources pour les poursuites et un problème financier qu'on a mentionné dans beaucoup de tables rondes. Et on doit dénormaliser. Je ne pensais pas que c'était de l'anglais. Andy l'a dit, ça doit être du bon anglais. Et il y a les contributions des familles des victimes pour qu'on puisse contredire ce concept de la normalité. Et la dernière chose, ça va être Van Derio et la façon dont il nous a présenté les points les plus importants. Il faut qu'on fonctionne mieux. Nous avons tous des perspectives différentes et Andy l'a répété à la fin, mais Vern l'a dit hier soir. Après les commentaires de Vern, on doit retourner chez nous, on doit faire quelque chose et je reconnais énormément votre contribution. Et Andy a dit que la négligence criminelle des entreprises, ça doit être le nouveau terme qu'on devrait utiliser. Vern a dit que si on dit que c'est la loi de Restri, on est en train de chercher une autre mine. C'est fondamental pour qu'on, ça va nous aider à avancer. Il faut réfléchir de façon stratégique sur les alliances.
Ça serait ma synthèse par rapport à ce que disait Andy à la fin. Et alors, je vais donner la parole à Steve pour qu'il nous parle de ce qui était important de lui. J'ai fait ça très rapidement. J'espère que les interprètes aient pu me suivre. Inaudible. Mon rôle est simplement de remercier tout le monde de sa présence, particulièrement tous qui sont arrivés de plusieurs parties du monde et du pays, qui ont pris du temps. Je sais que vous êtes très occupés, mais vous avez contribué au débat et nous en sommes très reconnaissants. Nous vous remercions sincèrement. Je veux complémenter ce que Catherine a déjà dit, elle fait un très bon résumé de ce qui s'est passé depuis 36 ans. C'est que la loi resterait dans le concept de la négligence nous donne une nouvelle façon d'en parler. Alors, c'est plus qu'un symbole, c'est une nouvelle façon de parler de ces préjudices. Ça nous a donné une façon de parler de ces questions et de faire avancer les choses selon l'analogie d'Andy. Nous ne pouvons pas savoir dans quelle mesure nos luttes vont pouvoir changer les choses. Est-ce qu'on va avoir à un moment donné une masse critique qui permettrait d'arrêter les décès des travailleurs qui veulent simplement gagner leur vie? Mais je vais revenir à ce que Harry Grasbeck a, c'est l'importance d'importer les profits impératifs. On aurait pu parler de la façon dont les entreprises ont gagné des quantités incroyables d'argent. Les conseils d'administration ont enlevé les surplus aux autres travailleurs et ils n'ont pas fait beaucoup de bien. Ils ont causé beaucoup de préjudices. Les gens en parlent depuis 36 ans. Il ne s'agit pas seulement des pommes, c'est le baril des pommes lui-même. On doit changer cette mentalité qui caractérise notre société comme un facteur qui sous-tend les blessures graves et les décès dans le milieu de travail. On doit en profiter pour démocratiser les milieux de travail, pour que les travailleurs puissent contrôler ce qu'on fait dans le milieu de travail de façon plus systémique. On ne veut pas simplement donner des surplus aux entreprises qui ne prennent pas toujours au sérieux la sécurité au milieu de travail. Alors, je veux remercier tout le monde de leur présence. Je veux remercier aussi les commanditaires que vous avez dans votre programme qui nous ont donné un coup de main. En tant que comité d'organisation, ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne veut pas s'arrêter de parler de cela ici. On a dit qu'on ne voulait pas avoir un symposium classique où tout le monde disait ce qu'il avait à faire pour ensuite retourner chez soi sans rien faire. Alors, nous avons le site web WebC qu'on va maintenir et qui va donner une tribune pour que nous puissions afficher des informations sur la négligence criminelle des entreprises. Il y aura un rapport qu'on va sortir du symposium qui résume les délibérations depuis une journée et demie. Ça va être notre site web. Moi, j'ai plus très de connaissances techniques, mais on a un compte Twitter et on veut profiter des médias pour nous maintenir en communication, même s'ils sont très occupés dans nos vases clos. Et on veut être au courant de ce que nous faisons de façon individuelle et profiter de cet élan que nous avons créé. Il y a aussi un bulletin spécial qui s'appelle Policy and Practice in Health and Safety. Et beaucoup des présentations qu'on a entendues ici vont être publiées dans cette revue. Et nous voulons aussi publier des documents en français. On va les avoir dans les 2 langues officielles du Canada. Alors, à part cela, je voudrais dire au nom du comité d'organisation, je veux remercier énormément de votre présence et on va essayer de garder le contact avec tout le monde. Merci beaucoup.